Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Ce qu'il fallait démontrer. Alice Kalosoki, bonjour. Bonjour. Allez, on se retrouve à nouveau pour justement analyser l'actualité nationale et internationale. Et comme promis, la semaine écoulée, on s'était entendu de s'étendre davantage sur cette affaire donc, de base militaire qui existerait au Bénin. En tout cas, suivant les accusations du Burkina Faso récemment et entre-temps du Niger. Le Niger qui a envoyé quand même une délégation à Cotonou depuis lundi pour essayer de discuter de la façon de normaliser justement les relations entre les deux pays. On va évoquer donc ce sujet de long en large et puis si le temps nous le permettait, on va évoquer aussi l'installation de la nouvelle équipe de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication conduite désormais par Edouard Loko. C'est dans la 7e mandature. Alors, Anisika Lorsoké, base militaire, il existe ou pas? Alors, c'est une question récurrente, c'est une question que l'on se pose sans fin, avec des rebondissements qui nous reviennent toutes les semaines, des accusations par-ci, des informations par-là. Le porte-parole de l'armée est même sorti récemment pour en discuter avec un journaliste, mais ça n'a pas suffi puisque entre-temps, il y a un député du Bénin qui en a rajouté une couche. Bref, il y a tellement de choses qu'on dit autour qu'il apparaissait un peu utile de revenir un peu sur les fondamentaux de l'installation d'une base militaire pour que chacun se fasse une religion sur la présence ou non d'une base militaire française au Bénin. Alors, quand moi je prends les éléments que j'ai pu recouper, une base militaire, c'est un grand espace dans lequel on stocke du matériel, où il y a un effectif conséquent, où il y a la caserne, où on déploie la logistique, où le commandement s'installe, où on fait les entraînements. Alors, ce n'est pas un tout petit espace que l'on pourrait louper. Et au Bénin, il y a des camps militaires que tout le monde connaît, qui sont des bases militaires. Et dans le nord du Bénin, il y en a un certain nombre. Quand on considère la position du Niger, il y en a à Kandi, il y en a à Porga. Et donc, lorsqu'on écoute les accusations, et c'est là où il y a la nuance, il ne s'agit pas de bases militaires béninoises. Les accusateurs parlent de base militaire française. Or, une base militaire française suppose un espace que le Bénin a accordé, alloué à la France, si vous voulez, pour y installer sa propre base militaire avec ses hommes, ses équipements, sa logistique, son équipement d'entraînement et de commandement. Par conséquent, quand vous allez dans cet espace, le drapeau que vous voyez flotter, c'est le drapeau français et il n'est pas admis d'office que lorsqu'une base militaire française existe quelque part, que le personnel des forces armées du Bénin, par exemple, puisse y aller comme si c'était un territoire conquis. Une base militaire française est un territoire français qui est fermé même aux militaires béninois et dans un espace dans lequel se déroulent les activités que la France décide d'y mener. De ce point de vue, et en considérant les choses comme ça, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de base militaire française au Bénin, parce qu'il y a des considérations qui font qu'il n'y a pas de doute sur la question. Quand on considère les autres bases françaises qui avaient été établies, il y en a encore, mais il y en a qui ne sont plus opérationnelles, comme les bases du Niger. Quand on considère ces bases-là qui étaient installées, le personnel le plus réduit est celui du Gabon, avec 350 hommes. Ensuite, le Sénégal, avec 400 hommes. Ensuite, peut-être la Côte d'Ivoire, avec 950 hommes. Et puis, Djibouti, avec 1500. Et récemment, le Niger, entre 1200 et 1500. Vous voyez bien que si une base militaire existait au Bénin, il n'y aurait pas eu autant de mystères autour, ça se serait su. Mais ce n'est pas que ça. Nous ne parlons là que de l'espace. Il y a aussi la question on va dire, de la logistique. Une base militaire ne peut pas s'établir au Bénin
sans que, en République française, il y ait eu un débat à l'Assemblée nationale et un accord formel pour autoriser l'armée à s'y installer. On ne peut pas avoir une base militaire française si l'on ne voit pas sur le site du ministère français de la Défense la présence de cette base-là, parce que la France n'est pas un pays qui pourrait construire des bases militaires clandestines. Il faut un processus régulier pour que des bases militaires françaises puissent s'installer. Au demeurant, au Bénin, il n'est pas possible non plus qu'une base militaire française puisse s'installer sans que l'Assemblée nationale du Bénin ait autorisé de manière formelle cette installation. L'un dans l'autre, quand on considère tous ces éléments-là, on peut affirmer qu'il y a peut-être un certain nombre de choses que les gens confondent, mais de manière formelle, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Ouais, on a quand même quelques éléments qui viennent des populations aussi, mais aussi d'autres personnes qu'il ne faut pas débattre, mais ils sont quand même des éléments assez indicateurs, je dois dire, du climat de suspicion qui alimente le climat de suspicion qui existe entre le Bénin et ses voisins. Oui. Il y a un Béninois qui allait dire depuis Niamey, par exemple, que ce n'est pas des bases militaires, mais qui a des légionnaires français noirs qui travaillent à former des groupes pour la déstabilisation politique et sécuritaire, je dois dire, de ces deux pays-là autour de nous. Là, ça n'en était pas beaucoup l'attention. Hein. Non, parce que celui qui l'a dit n'est pas une voix particulièrement autorisée et ne parle pas au nom du Niger. Mais c'est quand même une accusation grave. Oui, mais l'accusation n'a pas été reprise par les Nigériens, ni par les Burkinabés. Donc on peut considérer que, bon, celui-là, il avait essayé de mettre... Si un Béninois le dit, bon, ça peut passer à perdre profit, mais quand c'est quelqu'un de l'étranger, on peut s'arracher les cheveux pour illustrer le contraire. Non, je ne crois pas que celui qui a parlé ait plus d'éléments que les États organisés du Niger et du Burkina Faso. Si ces États-là n'ont pas repris ces accusations à leur compte, c'est parce qu'en réalité, ce sont des accusations sans fondement. Bon, et l'intéressé d'ailleurs, depuis longtemps, s'est fondu dans quelques explications pour nous faire croire que, en réalité, il n'a pas d'éléments à proprement parler, mais qu'il n'a fait que répéter des choses qu'on a pu lui transmettre. Bon, donc moi je considère que à partir du moment où c'est quelqu'un qui appartient à une ONG, certes, et qui a son combat panafricaniste qu'il mène, je considère qu'il a peut-être voix au chapitre quelque part, mais à mon avis, c'est pas une voix autorisée pour que ce qu'il dit soit considéré comme faisant partie des griefs réguliers que l'État nigérien ou que l'État béninois peut avoir contre l'État béninois. Quand on a évacué ça, il faut dire que le fait qu'il n'y ait pas de base militaire française au Bénin ne signifie pas non plus qu'il n'y a pas de présence française au Bénin. Justement, c'est la question que j'allais vous faire. Aujourd'hui, la population aussi s'inquiète du nombre qui a accru, du nombre de Français, de soldats français, qui a accru notamment dans les deux localités citées par les pays accusateurs. Il y a quand même une coïncidence quelque part. Il n'y a pas de coïncidence parce que 2 ans plus tôt, le président de la République du Bénin avait, devant l'Assemblée nationale, montré que le Bénin faisait face à l'agression terroriste et avait pris des dispositions pour qu'il y ait une sorte de maillage du territoire national, qu'il y ait une sorte de constellation autour de nos frontières. Par conséquent, les postes avancés ont été créés et en dehors de ça, il y a ce qu'ils ont appelé les PAF, postes avancés frontaliers ou quelque chose comme ça. Ça, c'est les petits postes qui sont véritablement aux abords des frontières, parce que lorsque les militaires se déplacent pour aller dans les opérations de nettoyage, il faut bien qu'ils arrivent quelque part à dormir, à se restaurer, à se changer et à reprendre des forces pour continuer. Or, les bases avancées sont parfois très éloignées des lieux d'opération. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ces postes-là. Oui, en dehors de ça... Oui, est-ce qu'on a besoin pour ça d'avoir des présences françaises? En dehors de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une sorte de formation continue
Par le passé, on s'arrangeait pour que les éléments aillent à l'étranger se faire former, mais avec l'effectif qu'on veut former désormais, avec les ambitions qui sont affichées désormais, on ne peut pas envoyer 200, 300, 400 personnes en formation à l'étranger. Donc, on a fait des recrutements massifs. Et pour que ces personnes qui ont été recrutées massivement soient formées, il y a des missions d'instruction qui arrivent de l'étranger, et ces missions d'instruction ne sont pas que françaises. Il y a des missions turques, il y a des missions russes, il y a des missions allemandes, il y a des missions, je ne sais pas, américaines qui arrivent pour former nos troupes au sol et peut-être nos troupes aériennes aussi, parce qu'il y a des drones que nous avons acquis. Il faut bien que des instructeurs viennent nous familiariser avec le matériel, parce que désormais l'État béninois ne paye que lorsque le matériel a fait ses preuves. Et pour ça, il faut que les instructeurs arrivent avant de nous passer, si vous voulez, leur technologie, transfert de compétences. Et pour ça, il y a des opérations d'instruction qui se font entre 2 semaines et 1 mois, pour ce que j'ai pu apprendre de mes interlocuteurs. Donc, ce sont ces instructeurs-là que peut-être de temps en temps les populations croisent et qui constituent un peu l'élément sur lequel on se base parfois pour dire qu'effectivement, il y a des Français au Bénin. Mais comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs nationalités, y compris les Russes, les Turcs et tout ça. Donc, de manière spécifique, ce n'est pas la France qui est au devant des opérations et qui a le lead. C'est le partenaire privilégié, en tout cas en matière donc, de coopération, je dois dire, militaire avec le Bénin. On a quand même suivi un audio, je ne sais pas si vous l'aviez eu, un audio d'une radio internationale, notamment pour sa séquence revue de presse, qui relayait une information d'un site internet nigérien qui affirmait, ou mis tête en bille, qu'il y a quand même une construction très avancée alors là de la base militaire de Kandi. Notamment française. Non. Justement dans la perspective de recueillir ou d'accueillir, je dois dire, le matériel militaire et le personnel militaire français, parti d'abord de Bamako, puis après de Ouagadougou et enfin de Niamey. Oui, parce que vous savez, lorsque les Français sont partis du Niger, le Niger a insisté pour qu'ils ne passent pas par le Bénin. Et déjà à ce moment-là, on s'interrogeait sur les motifs d'une telle interdiction. Parce que le Bénin n'a pas vocation à accueillir et n'a jamais souhaité et dit qu'il voulait accueillir une base militaire française. Et c'est ça depuis 1960, alors que tout le monde en accueillait, nous n'en avons jamais accueilli. Donc cette méfiance paraissait déjà bizarre. Ensuite, ils sont passés tous par le Tchad et on entend dire après qu'ils sont revenus s'installer quand même au Bénin. Et tout ça sans aucune preuve. Et c'est ça l'élément moteur, l'élément essentiel que je tiens à ce que nous retenions, c'est que tout ça se dit sans aucune preuve. Les preuves sont faciles à avoir. Les militaires ne mettent pas des preuves sur la table comme on le ferait dans un atelier de coiffure. Dans un atelier de coiffure vous pouvez me croire oui. Si on permet à des personnes comme ces responsables d'ONG de venir s'immiscer dans les affaires de l'État et de donner des informations de cette nature. Oui. Si un Premier ministre fait une conférence de presse et montre des images pour déterminer les points sur lesquels les bases militaires sont installées, s'il y avait plus de preuves que ça, on l'aurait su. Et il n'y aurait aucune raison de les cacher. Et par conséquent, moi je considère que ce sont des affirmations sans preuve. Et quand on fait des affirmations sans preuve, c'est un peu comme de créer une situation de belligérance. Et ça, c'est pas à l'avantage de ceux qui lancent ce genre d'accusation. Alors au Mali, il y avait quand même des bases militaires. Bon, Bamako a décidé que les soldats français s'en aillent. À Ouagadougou aussi, on a décidé la même chose. Au Niger, on a décidé la même chose. Il y avait quand même du personnel, du matériel assez lourd qui a été obligé de partir. Ça atterrit où selon vous?
Mais on va demander à ceux qui ont convoyé ce matériel où ça a atterri, mais nous savons tous que ça n'a pas atterri dans notre pays, puisque... vous n'êtes pas au gradé de l'armée, non, mais... Il ne faut pas savoir. Non, mais... il ne faut pas vous faire appel pour vous faire savoir qu'il y a du matériel militaire français qui arrive au Bénin. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la quantité de matériel qui a été déménagé du Sahel. C'est pour vous dire qu'une base militaire, c'est pas 3 ou 4 conteneurs. C'est pourquoi le Niger est très inquiet, justement. Non, mais s'ils sont très inquiets, et moi je l'avais dit au cours de la dernière émission, s'ils sont très inquiets, c'est peut-être parce que eux autres, à une certaine époque, avaient prêté flanc, avaient peut-être cautionné un certain nombre de choses que l'armée française faisait dans la région et qui n'étaient pas très, très orthodoxes. Sinon, cette méfiance me paraît exagérée. Et d'ailleurs, moi, je salue la délégation, délégation nigérienne qui est arrivée sur le territoire béninois depuis peu. Je pense qu'ils pourront, au retour à Niamey, témoigner de ce que... Un militaire qui est méfiant, vous pensez que c'est anormal? Ce n'est pas anormal du tout. Mais c'est dans la nature du militaire d'être méfiant. Mais quand on dirige un État, on n'est pas n'importe quel militaire. Et ce qu'on dit n'est pas n'importe quelle parole. Parce que ça engage directement les relations entre deux États. Et c'est pour ça que lorsqu'un président comme Ibrahim Traoré, avec beaucoup de légèreté, à mon sens, s'assied devant une tribune et les citoyens de son pays et dit de manière très approximative, et il semblerait qu'il y ait des troupes à tel ou peut-être encore... Non, il n'a pas utilisé le conditionnel, il a bien précisé qu'il y a des bases militaires et des soldats français. Il ne pouvait pas situer, à Kandi et quelque part à Porga. Merci. Quelque part, ça suppose de l'approximation et un chef d'État ne peut pas faire des affirmations approximatives. Mais Kandi, c'est imprécis quand même. Alors, pourquoi tout le monde s'insiste sur Kandi, justement? Mais Kandi est une base militaire qui existait avant la fermeture de la frontière du Niger. C'est pas pourquoi tout le monde fait une fixation là-dessus. Kandi existait depuis. Et même Porga. Mais lorsque le président Ibrahim Traoré s'est installé, il a reçu la visite du président Patrice Talon. Ouais. Il a reçu la visite du chef d'état-major général de l'armée béninoise, qui était allé le voir pour lui dire, Monsieur le président de la République, vous avez quelque peu délaissé la partie méridionale de votre pays. Est. De votre pays, oui, Koulou Kouarou, et qui est devenu un peu comme un repère très important des terroristes qui font beaucoup de ravages. La ville avait été complètement désertée. C'est vrai que c'est un espace qui avait été depuis 2019 décrété comme étant en litige, et donc le Bénin et le Burkina Faso avaient retiré tout attribut. Mais ça permettait aux terroristes de s'installer royalement et de régner en maître. Mais depuis que le Bénin a pris les choses en main, à partir du moment où ils sont allés au Burkina pour expliquer, ils ont même demandé, l'armée béninoise a demandé à aller à 100 km à l'intérieur du Burkina Faso pour aller sécuriser cet espace-là, parce que si c'est sécurisé de cette façon, le Bénin est en paix. Mais bon, le Burkina n'a pas voulu entendre raison par rapport à ça. Ils ont dit non, qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Le Bénin a proposé, pour ce que j'ai entendu dire, de prendre en compte l'effectif de l'armée burkinabé qui sera mis à contribution pour sécuriser cette partie-là, pour que ça soit une opération conjointe. Mais le Burkina n'a pas accédé à cette requête. Donc aujourd'hui, le Bénin a fait ce qu'il pouvait, et on peut dire que la vie est revenue dans cette région-là, parce que les écoles ont pu être rouvertes, les centres de santé rouverts, et puis bon, la vie est progressivement revenue. On ne peut pas dire que quelqu'un, enfin un pays qui cherche à déstabiliser son voisin, travaille de cette façon, à sécuriser plutôt les abords des frontières. Non, le Bénin a pris des dispositions pour que toutes les frontières du Bénin soient sécurisées, et en cela, les postes avancés ont été créés, et ces postes reçoivent parfois du personnel qui vient encadrer et vient instruire les militaires qui sont à l'œuvre. Et lorsque nous disons qu'il y a des bases militaires et que nous insultons
la mémoire des 50 militaires béninois qui sont décédés en essayant de sécuriser notre région frontalière. Nous devons faire attention à ne pas aller trop loin dans ce genre d'affirmation. Parce que si 250 agresseurs ont été neutralisés, que 600 ont été remis à la justice par l'armée béninoise, qui au passage, comme je vous le disais, a perdu 50 de ses membres. Il faut parler de ces choses-là avec beaucoup de respect, ne serait-ce qu'en mémoire des personnes qui ont laissé la vie en essayant de défendre leur patrie. Bah, est-ce que quelque part, la posture des deux pays par rapport justement au Bénin, cette affaire de base militaire, n'est peut-être pas aussi une diversion? Bon, ça peut être, je considère ça peut être aussi stratégique. Je considère que c'est un peu cela. Je considère que c'est un peu pour masquer les problèmes internes, qu'on s'invente des ennemis dehors pour... ça peut être aussi de façon stratégique pour éviter à ce que peut-être le Bénin aussi, en offrant peut-être l'hospitalité à des invités que eux ils ne désireraient pas, pourrait peut-être faciliter des choses. Et écoutez, les rapports entre les États, c'est beaucoup de choses. Hein? Et vous n'allez pas interdire aux gens de jeter un coup d'œil de temps en temps à l'histoire et de s'y mirer et d'avoir un comportement inspiré justement de ce que l'histoire leur a présenté. Nous n'avons pas à vivre tous les jours dans les faits historiques. Nous sommes dans un présent. L'histoire définit le présent. Nous sommes dans un présent et nous avançons vers un futur et il faut que tout le monde ait cela à l'esprit. Est-ce que vous savez qu'à l'heure où nous parlons, le Bénin accueille plus de 5000 réfugiés burkinabés? Est-ce que lorsqu'on a envie de déstabiliser un pays et qu'on forme des terroristes à cet effet, est-ce qu'on se comporte comme ça? Sinon, comment on fait? On les refoule? Il n'y a pas un lien entre les accusations des deux pays et puis l'afflux de leurs ressortissants sur notre sol. C'est même qu'on est bien obligé, face à des États comme ça qui sont en difficulté, notamment de gestion de leur sécurité, on est bien obligé d'accueillir leurs ressortissants par ici. Ça ne peut pas être un objet de forte communication et de démonstration et de justification peut-être d'une éventuelle inexistence de base militaire française au Bénin. Moi, je voudrais vous dire tout de suite, lorsque les populations fuient une région, elles vont tout naturellement vers là où il y a plus de sécurité. Donc vers des bases militaires. Parce que base militaire est un endroit par excellence de grande sécurité. Est-ce que vous avez appris que les réfugiés sont dans une base militaire? Ben, s'ils sont à Kandi par exemple, s'ils sont à Porga par exemple, je pense qu'ils sont beaucoup plus en sécurité dans le périmètre. Dans le périmètre, oui. Dans le périmètre, oui, parce que le Bénin a sécurisé le périmètre. C'est de ça qu'il s'agit. Le Bénin a réussi à sécuriser le périmètre et nos frères burkinabés qui voient à quel point c'est sécurisé du côté du Bénin, préfèrent venir s'y réfugier plutôt que de rester dans leur pays. Et quand c'est comme ça, vous voyez, les premiers qui sont arrivés ont pu donner le sentiment qu'ils venaient se faire former pour retourner en tant que terroristes. Parce que s'il y avait une petite dizaine, une petite vingtaine qui étaient venus au départ, on aurait pu penser que bon, ils sont venus au Bénin pour se faire entraîner dans des camps militaires pour retourner en tant que terroristes. Mais aujourd'hui, ils sont 5000. Ça prouve quoi? Ça prouve que ce qu'on avait imaginé au départ est tout à fait erroné et que les populations, elles, ne se trompent pas, qui considèrent le Bénin comme un havre de paix. J'ai beaucoup de difficultés à faire le lien justement entre le déplacement des populations et les accusations d'un pays qui pense qu'il y a des bases militaires pour les déstabiliser. Ça, c'est purement... Est-ce que c'est dans l'intérêt du Bénin d'accueillir 10 000, 20 000, 30 000 réfugiés burkinabés? Le Bénin, en tout cas, dans la tête des dirigeants burkinabés et nigériens... Merci de préciser que c'est dans leur tête. Oui, évidemment. Parce que personne, justement, ne peut dire de façon concrète. Alors là, personne ne peut affirmer, en tout cas pas moi, un journaliste, ne peut affirmer que telle ou telle personne, dans ses accusations ou dans les rosets des accusations, a forcément dit la vérité. Nous attendons toujours que chaque partie apporte une preuve de sa position. Et je dis que le fait d'accueillir 5000,
réfugiés burkinabés. Est-ce que ça veut dire que dans la tête, je dois dire, des dirigeants burkinabés, les installations qu'on est en train de faire, qu'on serait en train de faire pour les attaquer, c'est pas forcément pour attaquer les populations, mais pour attaquer l'organisation politique en place, c'est ce qu'ils ont dit. Donc on peut accueillir ces 1000 burkinabés sans forcément renoncer éventuellement à un projet qu'on aurait nourri de déstabiliser le pays politiquement. Et vous pensez que les terroristes pour aller attaquer la présidence? Vous m'étonnez dans votre raisonnement. Est-ce que les terroristes qu'on formerait au Bénin, c'est pour aller attaquer la présidence? Ah mais moi je ne sais pas. C'est pour aller attaquer les citoyens, puisque les terroristes ne s'en prennent qu'aux citoyens. La déstabilisation politique, c'est pour attaquer les citoyens? Ils ont parlé de déstabilisation de leur régime. Jusqu'à présent, je ne pense pas que des terroristes aient déjà réussi quelque part à prendre le pouvoir et à renvoyer des militaires qui occupent le fauteuil présidentiel. Non, 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 franchement. La Sénéca, je ne sais pas si vous connaissez, la Sénéca, c'est un regroupement hétéroclite de chasseurs et autres personnes recherchées par la justice qui a quand même déstabilisé le pouvoir à Bangui une fois. Et vous pensez que ce genre de choses seraient en train d'être préparées? Moi, je n'ai pas dit. Je vous donne des exemples. Je vous ai donné ici des faits de l'histoire. Je vous ai donné des faits concrets, techniques, à partir desquels il est impossible d'imaginer que de telles choses se fassent. Et maintenant, pour être encore plus concret, vous savez que si les populations refluent du Burkina vers le Bénin, c'est parce que le mouvement terroriste se fait du nord vers le sud et pas le contraire. Alors, si le Bénin avait formé des terroristes, le mouvement se ferait du Bénin vers le Burkina Faso. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la bizarrerie qu'il y a dans une accusation qui consiste à dire que le Bénin prépare des terroristes alors que c'est du nord du Burkina que ça sévit pour refluer vers le sud. À partir de ce moment, est-ce que le Bénin forme des terroristes qui font le grand tour pour aller se retrouver au nord du Burkina Faso? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des informations qui établissent que des terroristes se réfugient dans la vastitude de Porga, mais qui quittent Porga pour aller attaquer jusqu'au nord du Mali? La migration, le déplacement des terroristes est fonction justement de leur plan, de leur projection, de leurs objectifs. On ne peut pas dire que systématiquement, dès lors qu'ils sont formés à un endroit X, qu'il faut forcément qu'ils frappent à l'endroit plus 1 mètre plus loin. Il s'agit de stratégies et d'objectifs clairement définis, peut-être à partir justement des formations qu'on fait. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que les terroristes, si éventuellement ils étaient formés, ne frapperaient pas immédiatement 1 mètre après le lieu où ils sont formés, parce qu'il y en a qui partent de Porga pour aller frapper entre-temps au nord du Mali. Ah, ça c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. Il y a des informations qui existent. Je n'ai pas non plus entendu les autorités maliennes et nigériennes faire état de ce que les mouvements qui se forment de manière spontanée dans le nord de leur pays et qui commencent déjà par créer des problèmes et des troubles sur le plan national sont des émanations de groupes venus de la région méridionale que les Béninois auraient formé. Je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Je ne l'ai pas non plus dit. Bon, alors à partir du moment où nous n'avons pas ces accusations de manière formelle, où ceux qui font, ceux qui disent que le Bénin forme des terroristes n'apportent aucune preuve ni aucun élément tangible, irréfutable, il faut considérer que ce sont des supputations qui ont vocation à détourner l'attention des problèmes internes pour se focaliser sur un ennemi imaginaire et peut-être donner un répit à ces régimes-là qui, de mon point de vue, sont en difficulté véritablement pour asseoir un programme de gouvernement. Quoi qu'on dise, en tout cas la situation elle est là, un peu plus vive entre Ouagadougou et Cotonou. Par contre, entre Niamey et Cotonou, il me semble que les choses essayent de se tasser. En tout cas, depuis le dernier passage des 2 anciens présidents du Bénin à Niamey, on a une délégation nigérienne qui est à Cotonou avec de hautes personnalités, faut-il le dire, des gradés de l'armée nigérienne, mais aussi et surtout des membres, je dois dire, du gouvernement militaire en place à Niamey. On peut dire que c'est un grand pas. C'était pas. Mais un grand pas, ça reste à déterminer. Parce que une délégation, c'est vrai, de certains niveaux, parce qu'il y a 2 ministres quand même, il y a le directeur de cabinet, il y a d'autres responsables. Une délégation de cette nature-là peut effectivement faire des pas importants.
Mais moi, je considère que si le Niger voulait faire les choses avec beaucoup de célérité, il y avait moyen de faire autrement. Il y avait moyen de faire autrement. Il faut commencer par reconnaître le bénéfice de l'action de nos deux anciens présidents, bénéfice que la République du Niger elle-même a tenu à souligner dans le communiqué qui a été publié. Donc nous savons que c'est à partir de l'action engagée par les deux anciens présidents de la République que le train de la réconciliation s'est mis en marche. Il faut le souligner. Il faut souligner que les Nigériens ont très certainement décidé de fumer le calumet de la paix. Parce que ce sont eux qui se sont déplacés pour venir et pas le contraire. Ils auraient pu insister pour que ce soit une délégation du Bénin qui se déplace vers le Niger. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus, donc je suppose Il n'y a pas une différence, peut-être que bon... Ah, il y a une différence. Laquelle? Ils sont dans de bonnes dispositions d'esprit pour régler les problèmes. Parce que sinon, c'est pas comme ça que ça pas fait le déplacement. Non, ils n'auraient pas fait. Ils auraient demandé aux Béninois de venir et à ce moment-là, ils auraient trouvé des prétextes pour accepter ou refuser. Maintenant, on les avait condamnés, accusés d'être dans la mauvaise foi parce qu'ils avaient refusé de recevoir un facteur qui avait apporté une lettre au général, de la part de qui, etc. Dans le passé. Ce n'était pas un facteur, ils ont changé? Ce n'était pas un facteur, c'était un ministre de la République béninoise qui a été expressément mandaté par le président de la République pour déposer, pour remettre en main propre une lettre au président Tchani. Ce n'était donc pas un facteur. Par conséquent, le fait de refuser de recevoir ce ministre était effectivement à la décharge des autorités du Niger parce qu'il n'y avait pas de raison de refuser. Bon, on l'avait dit en son temps. Et aujourd'hui, on observe que les Nigériens, ils ont changé. Ils n'ont pas changé. Du tout au tout. Personne n'a dit ça. Et c'est pas surtout ça qu'on essaye de dire. Vous avez dit qu'ils sont dans une bonne disposition maintenant. Ils sont dans de bonnes dispositions d'esprit. Ça ne veut pas dire non plus que tout est résolu. Parce que j'ai toujours dit, et je l'ai encore dit la dernière fois sur ce plateau, quand on veut régler un problème, ce n'est pas en créant une commission. Quand on crée une commission pour régler un problème, c'est la manière la plus élégante de renvoyer les décisions aux calendes grecques et de faire semblant de discuter. Donc, pour moi, on ne devrait pas créer une commission. On ne devrait pas. On devrait faire quoi? Il n'y a aucune complication si grave entre le Bénin et le Niger qu'on ne puisse régler en 24 heures. J'insiste pour le dire, il faut se voir, se parler 1-2 heures, ouvrir les frontières et à travers une commission. Les commissions vont discuter de quoi? De comment on ouvre les frontières. D'ailleurs, comme vous l'aviez dit, il faut se voir et discuter. De quoi? Discuter justement pour ouvrir les frontières. Mais de quoi? Il y a une discussion à mener, puisque les frontières n'ont pas été fermées parce qu'il y avait un litige particulier entre le Bénin et le Togo. Pardon, entre le Bénin et le Niger. Les frontières avaient été fermées juste parce que la CEDEAO à un moment avait décidé qu'il fallait les fermer et le Bénin a fermé. Donc, ce n'est pas... Et le Bénin était libre de fermer. Le Bénin n'était pas... Était totalement libre de fermer ou de ne pas fermer. Non. Si le Bénin ferme... Non. Le Bénin n'est pas libre de ne pas fermer. Le Bénin était obligé de fermer. Oui, c'était une décision sous-régionale et à moins de se désolidariser de la CEDEAO, le Bénin ne pouvait pas ne pas fermer. Bon. Pourquoi on ne peut pas reconnaître ce droit? C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas un litige qui est né de problèmes particuliers avec le Bénin. C'est un litige qui est né avec la CEDEAO et la CEDEAO depuis longtemps a dit ouvrez. À partir de ce moment, quand les commissions se rencontrent aujourd'hui, se voient aujourd'hui, c'est pour discuter de quoi? Il n'y a aucune discussion à mener. Il y a juste à ouvrir les frontières. Et je pense que ce sur quoi on peut discuter, ce sur quoi on peut véritablement discuter, c'est de la question du pipeline. Ça, oui. Parce que, consécutivement à la fermeture de la frontière, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des actions mal appréciées de part et d'autre. Et ça, oui, on peut s'asseoir pour discuter des torts que chacun a fait à l'autre et comment on repart. Je suis d'accord. Mais les frontières, la frontière de Malanville, il faut l'ouvrir immédiatement parce qu'il n'y a aucune condition particulière pour l'ouvrir. Oui, mais est-ce que chaque pays est libre de garder fermée ou ouverte sa frontière? Mais
Je n'ai jamais dit le contraire. Oui, mais pourquoi est-ce que on fait comme si les Nigériens aujourd'hui ont tort de garder les frontières fermées et que je dois dire, la pire décision que l'État ait jamais prise, alors même que le Bénin lui-même avait entre-temps fermé ses frontières. Et cela n'a jamais perturbé ou dérangé outre mesure le Niger. Vous semblez dire que c'est une situation normale que de garder la frontière fermée parce qu'on en a le droit? Oui, mais si c'est eux qui décident de fermer, c'est la frontière. Aucun pays ne ferme la frontière en considérant que c'est une décision normale. Vous avez dit ça au moins au Nigeria entre-temps, hein? Bien sûr. Le Nigeria a fermé, comme ça, un beau matin, sans explication. Bien sûr. Et c'est resté pendant de longs mois. Bien sûr. Oui. Parce que ça résultait d'une situation de complication particulière entre le Bénin et le Nigeria. Parce que c'est né d'un conflit qui était latent et qui a fini par exploser un matin, entraînant la fermeture de la frontière. Donc c'est venu de quelque part et on sait d'où c'est venu. Quand c'est comme ça, on s'assoit pour discuter des points sur lesquels on ne s'est pas entendu au point d'être obligé de fermer la frontière. Mais dans le cadre d'une décision sous-régionale, on a fermé une frontière. Et la décision sous-régionale a été levée. Les décisions prises. Il y a d'autres. Les décisions prises au niveau du port autonome de Cotonou, justement pour les pays, pour les produits qui étaient en transit pour le Niger entre-temps, c'est aussi une décision de la communauté. Ce n'était pas une décision de la communauté. Le Bénin a corsé et allé même au-delà, on avait l'impression, et aller au-delà même des décisions et des recommandations de la CEDEAO entre-temps. C'est ce qui a fâché surtout les Nigériens. Il y a un espace dédié. Oui. Pour entreposer, stocker le matériel et les marchandises venant de l'Europe à destination des pays de l'interland. Mais lorsque vous fermez la frontière et que les biens et services, les biens du moins ne peuvent plus passer, il faut en amont aussi prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas une accumulation excessive de marchandises dans l'espace portuaire. Je ne comprends pas, ce n'est pas une décision méchante ou une décision qui visait particulièrement à faire du mal aux opérateurs économiques du Niger. Il fallait prendre des décisions aussi pour que notre espace portuaire ne soit pas engorgé potentiellement par des marchandises qui sont condamnés à ne pas aller de l'autre côté étant donné que la frontière est fermée. Donc c'est une décision pour garder au moins un espace de stockage à l'intérieur du port autonome de Cotonou. Donc c'est pas, il n'y a aucune méchanceté dans cette... Et je pense que les autorités du Niger le savent. La preuve, c'est que... Vous êtes dans la tête, elles doivent le savoir. Elles doivent le savoir parce que quand on est un État, on ne fait pas, on ne porte pas des rumeurs, on ne se fait pas des films. Quand on est un État organisé, on va à l'information et on s'assure de ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis, les autorités du Niger, il ne faut pas les considérer comme des personnes totalement incapables ou irrationnelles. Ce sont des gens qui savent s'informer et ces autorités avaient toutes les informations. Aujourd'hui, ce qui a corsé l'ouverture de la frontière, c'est la prétendue préparation d'une attaque contre le Niger. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est une affirmation qui est tombée d'elle-même et qu'on ne peut plus s'en prévaloir aujourd'hui pour dire que c'est pour ça que la frontière reste fermée. C'est pour ça que je vous dis, la Commission, c'est très bien pour discuter du pipeline qui est un problème sérieux, régulier, commercial, mais l'ouverture de la frontière... Mais là-dessus, le Niger semble avoir tourné la page, en tout cas pour les informations qu'on a. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas une version assez officielle, je dois dire, du pouvoir en place à Niamey, mais pour le pipeline, on a l'impression qu'ils ont tourné la page. Alors, s'ils ont tourné la page pour le pipeline, étant donné qu'il y a eu la mise en route d'une commission déjà pour travailler à dérouter le pipeline vers le Tchad, et que cette commission est déjà à l'œuvre, que le Tchad s'y met, à partir du moment où c'est ça, dites-moi de quoi on discute alors? De la frontière de Gaïa. Mais la frontière de Gaïa n'a pas besoin de discussion, je vais vous le dire. Il suffit de s'assurer que le Bénin ne constitue pas une menace. Et ça, là-dessus, c'est tellement facile à démontrer aujourd'hui que les autorités du Niger, qui sont des militaires, qui ont une certaine formation, une certaine aptitude à comprendre les situations et qui ont des moyens et des équipements qui leur permettent, avec assez
assurances et certitudes de déterminer ce qui se passe dans l'espace frontalier du Bénin, se laisse aller à dire encore aujourd'hui que le Bénin est une terre de menace. Ça n'a pas de sens. Allez, on va parler de nous maintenant. On va parler de la nouvelle équipe de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La 7e mandature a été installée récemment. D'ailleurs, même au lendemain de son installation, notamment hier mercredi, on a eu une idée complète de la configuration du bureau qui devra donc diriger cette équipe-là. Edouard Loko est à la tête de l'équipe. On a dit la maison aux habitants de la maison. Désormais, c'est un journaliste qui dirige l'institution. J'ai l'impression que c'est l'euphorie chez les hommes des médias, comme si c'était le coup de miracle, le coup de bâton magique qu'il fallait pour transformer tout. Alors, on a le sentiment effectivement que tout le monde est content parce que pour une première, deuxième fois, c'est quand même assez exceptionnel que un professionnel qui a fait véritablement les classes au Bénin puisse se retrouver à la tête de la HAC. Et en la matière, Edouard Loko, effectivement, c'est quelqu'un qui est parti du bas vers le haut de l'échelle. Et nous savons qu'il connaît parfaitement la maison, d'autant qu'il appartient à la presse privée qui est, on va dire, la plus débrouillarde depuis le renouveau démocratique parce qu'elle a dû batailler pour s'imposer et prendre une place. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense que l'euphorie sera de courte durée. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que l'euphorie sera de courte durée. Pourquoi? Parce que dans son discours d'installation, il me semble que le président de la HAC a donné lui-même un ou deux, on va dire, deux indices de son plan d'action. D'abord, il a reconnu que les journalistes sont mal à leur profession. Que ça va mal. Et qu'il faut trouver le moyen de redorer le blason du métier et que pour ça, il faudrait que les professionnels, de manière courageuse, acceptent les réformes. Ça veut dire qu'il y aura des réformes et ça veut dire aussi que ça pourrait être douloureux pour certains. Je l'entends comme ça. Il a ensuite, quelque part, dit que à partir du moment où on s'est entendu sur un certain nombre de choses, sa main ne tremble pas pour appliquer les décisions qui doivent être appliquées. Et que, avec l'aide de tous, lorsque nous aurons pris les décisions, quand ce sera entendu sur les décisions à prendre, il faudra que, ensemble, nous travaillions à ramener l'Église au sein du village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir un peu comme un assainissement. Mais pourquoi faut-il s'inquiéter alors si, il faut s'en inquiéter parce que cette œuvre de salubrité va toucher beaucoup plus de gens que l'on pourrait penser. Parce que les organes, pour la plupart, n'existent que de nom, vivent d'expédients, le personnel vit de per diem et ne se considère plus comme étant obligé de suivre les règles de déontologie parce que ça ne paye pas de suivre les règles de déontologie. Donc, il y a eu une grosse dérive et par conséquent, si on doit mettre de l'ordre, il y a beaucoup de professionnels qui vont en souffrir. Et pas des moindres. Peut-être même, et même je pense que ceux qui vont en souffrir le plus, ce sont un certain nombre de patrons de presse qui ont complètement dévoyé la profession et qui en ont fait l'objet d'un gros chantage, d'extorsion de fonds, de toutes sortes on va dire, de perte de valeur morale qui aujourd'hui gangrènent la presse et font que si Edouard Loko, comme il le dit, doit réussir son mandat, il faudrait que les plaies purées
virulentes soient cautérisées et il faudrait aussi peut-être que les membres gangrénés soient tout simplement amputés. Et ça va faire mal de toute façon. Oui, mais on a l'impression que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il faut vraiment faire un travail parce que l'état actuel de la presse béninoise, ça n'honore pas vraiment le Bénin, ça n'honore pas les acteurs eux-mêmes, qui d'ailleurs en souffrent énormément. Si tout le monde est d'accord là-dessus, je ne vois pas pourquoi est-ce que des gens vont souffrir. Tout le monde est d'accord toujours pour prendre de bonnes mesures. C'est comme lorsqu'on dit qu'on veut lutter contre la corruption. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais personne n'accepte d'être la victime, la première victime ou la deuxième, qui commence par donner l'exemple de ce qu'il y a une certaine rigueur désormais. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'on doit assainir la profession, mais les premiers qui vont se rebiffer et se rebeller, ce sont encore les membres de la profession, et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà des proclamations sonores et dire à partir de cet instant avec le président de la HAC que bon, les états d'âme et les pleurnicheries ne sont plus de mise aujourd'hui. S'il y a des mesures fortes à prendre, il faudra les prendre parce qu'il est temps, il est plus que temps que le journalisme retrouve ses lettres de noblesse dans notre pays. Est-ce qu'on ne veut pas nous faire porter peut-être des réformes qu'on a déjà cuisinées à part soi, peut-être qu'on a déjà même sous les selles bien imprimées, dès lors qu'on dit que ça va être douloureux, et puis on aura la main pas du tout hésitante pour les appliquer, etc. Il faudrait vraiment qu'on s'asseye, qu'on s'entende d'abord sur les réformes à faire, non? Les réformes à faire ne sont pas à inventer. Nous avons quantité d'états généraux que nous avions fait par le passé. Oui, mais le temps est passé, hein? Les mots qui n'ont jamais pu être corrigés, mais qui n'ont pas changé. Nous savons tous de quoi sauf la presse béninoise. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et récemment encore, le président de la République a lancé un train de réforme sur lequel tout le monde est intervenu. La HAC a travaillé là-dessus, les associations professionnelles, les groupes organisés, tout le monde a travaillé sur les réformes que l'on peut apporter aux médias, et ce document existe. Donc ce n'est pas la réflexion en amont qui fait défaut. Nous savons exactement ce qu'il y a à faire, et je pense que si le président a voulu que ce soit un homme comme Edouard Loko qui aille au charbon, c'est parce qu'il sait qu'il faut absolument que ce soit quelqu'un qui connaît parfaitement la maison, qui connaît les acteurs et qui a une idée très précise de comment il faut mener à bien les missions qui lui sont dévolues. J'ai posé la question parce que beaucoup sont inquiets. Hein, quand on a vu, depuis que Edouard Loko est aux côtés du chef de l'État, depuis la campagne électorale, hein, et puis ses premières 5 années à la tête du Bénin, et ces 3 dernières années aussi, on n'a pas vraiment eu l'impression qu'on a eu vraiment une attention particulière pour la presse. Et surtout qu'elle est passée même dans sa situation du mal au pire. C'est normal qu'on s'inquiète qu'il n'ait pas à lui peut-être un calendrier qu'on lui a confié et des documents qu'on lui a confiés à appliquer à la tête de la HAC. Surtout qu'on a une échéance de 2026 qui est là. Oui, la HAC fera toujours ce que la HAC doit faire. Fermer les organes de presse par exemple. Les organes de presse ne peuvent pas non plus être fermés n'importe comment. Il s'agit pour les professionnels des médias de reprendre l'initiative pour anticiper certaines choses. Okay. Parce que lorsque le bordel actuel persiste, la HAC peut faire n'importe quoi et penser qu'elle a raison de le faire, et personne ne peut condamner la HAC de le faire. Si les associations reprennent l'initiative et qu'au sein des associations on se réorganise pour remettre au centre les règles de déontologie et d'éthique, je pense que déjà la HAC serait limitée dans son champ d'application de certaines mesures. Bon, maintenant, si c'est la HAC qui nous oblige à rentrer dans les rangs, elle le fera à sa façon et avec ses méthodes. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser non plus toute l'initiative à la HAC de régenter et de réglementer la profession, parce que tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui,
c'est pour concourir à un résultat. Si au sein des professionnels des médias, il y a une certaine entente pour faire en sorte que ces résultats soient déjà envisageables sans que la HAC soit obligée d'intervenir, je pense que la HAC sera limitée dans ce qu'elle peut faire. Et c'est à ça que moi je pense que les professionnels doivent s'atteler et faire en sorte que l'initiative provienne d'eux et pas de la HAC. Parce que la HAC, c'est une institution de l'État. Le président de la HAC n'est pas élu, il est nommé, donc aux ordres. Et par conséquent, il appartiendra. Ce devoir d'ingratitude ne pourra pas. C'est vrai qu'on a entendu d'autres présidents à une autre époque dire on m'a dit de faire et j'ai fait. Quelle est la capacité des Édouard Locaux aujourd'hui à ne pas faire parce qu'on a dit de faire? Le président Édouard Locaux doit être en phase avec le président de la République sur les réformes qu'il faut engager. Ah oui, mais pourtant, le président de la République n'est pas journaliste. Il peut pas être mieux au fait des difficultés que nous autres nous vivons pour s'imaginer les meilleures réformes à notre place. C'est pas pour rien qu'il a des collaborateurs qui sont issus de nos rangs. Donc il sait parfaitement ce qu'il a à faire. Parce que c'est avec eux, sans aucun doute, qu'il a échafaudé un certain nombre de plans et décidé de faire des réformes. Par conséquent, c'est son homme qu'il envoie en mission. Et c'est l'homme du président qui est à la tête de la HAC. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc, si l'homme du président est à la tête de la HAC, il appartient aux professionnels des médias de prendre l'initiative pour que les mesures ne leur tombent sur la tête comme s'ils n'avaient pas le choix. Quelles sont les chances d'Édouard Locaux de pouvoir réussir aujourd'hui? Parce qu'on a vu quand même des HAC se succéder, annoncer, jurer, promettre, changement, mais se heurter parfois à des réalités assez difficiles. Et rien que par exemple, le monde, je dois dire, du numérique, c'est un gros casse-tête pour la HAC aujourd'hui de trouver un moyen de gérer, de contrôler ce gros bazar-là. Ce défi a été relevé sous d'autres cieux. Et donc, oui, ce n'est pas une première dans le monde. Ce défi existe partout. Et nous avons la possibilité d'aller chercher à voir un peu comment les autres ont fait pour s'en sortir. Il est évident que le numérique et l'introduction dans nos mœurs de l'intelligence artificielle posent un véritable problème que la HAC doit s'atteler à résoudre et à faire en sorte que les médias traditionnels ne soient pas complètement supplantés par les réseaux sociaux qui prennent le lead actuellement. Si eux-mêmes ne veulent pas être innovateurs, innovants et trouver les moyens de s'adapter. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis qu'il appartient aux professionnels des médias de prendre la mesure des défis et de se mettre résolument au travail pour que le coup près de la HAC ne soit pas la seule sanction qui vient réguler nos déviances. Il faut qu'au sein des médias, nous ayons la possibilité de régler les problèmes de sorte que la HAC ne soit pas obligée d'intervenir à propos de tout et à tout propos. Mais cela dit, la réforme des médias fait partie de la politique générale de l'État. Et on ne peut pas y échapper. Et quoi que nous puissions faire à l'interne, dans la profession, l'État a sa vision de ce qu'il veut faire des médias du Bénin. Donc, c'est pourquoi le président de la HAC dit que c'est ensemble que nous allons convenir de ce qu'il y a à faire. Et une fois que nous serons entendus sur ce qu'il y a à faire, eh bien, ce sera fait. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord parce que, encore une fois, comme il l'a dit, hier, on était fiers de bomber le torse en disant « je suis journaliste ». Mais aujourd'hui, très franchement, on rase les murs. Allez, c'est Carlos Soké, merci. Je m'en vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.